Nous avons la chance de recevoir Éric Mutabazi comme chercheur invité à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais. Éric est docteur et maître de conférences en sciences de l'éducation à l'UQO également, mais l'Université catholique de l'Ouest à Angers. En France, il est auteur de plusieurs ouvrages, par exemple, donc un ouvrage sur la citoyenneté empêchée, sur l'éducation à la citoyenneté, sur la citoyenneté de seconde classe, un autre ouvrage portant sur les communautés et les apprentissages de la citoyenneté plusieurs articles, plusieurs articles, chapitres euh, touchant à la question de la citoyenneté et de l'interculturalité, parce qu'il dirige notamment l'axe de recherche altérité, vulnérabilité, citoyenneté au sein du laboratoire interdisciplinaire de recherche en formation et en éducation à l'UQO, donc l'Université catholique de l'Ouest. Euh, alors, je, j'invite Éric à présenter sa conférence pour 45 minutes, une heure maximum, et ensuite nous aurons l'occasion d'échanger. À toi, Éric. Donc, merci beaucoup, surtout CRIFP pour l'invitation. Donc, comme vient de le dire David, je suis Eric Montabazi et je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest en France. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager, je dirais, mes recherches que j'ai effectuées dans le cadre de mes études doctorales sur la question de contenu des manuels scolaires au Rwanda. Il s'agit des manuels scolaires qu'on a utilisés avant le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Et tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi ce choix de ces manuels scolaires, pourquoi l'analyse de ces manuels. Donc, on s'est attardé et je rappelle quand même un peu le contexte, le lieu. Quand on parle du Rwanda, les personnes qui n'ont jamais été au Rwanda, on peut se poser la question de savoir où se trouvait le Rwanda précisément. Si vous regardez bien à l'est de l'Afrique, il s'agit d'un petit pays qui se trouve, vous voyez, au nord, il y a le grand pays, c'est Ouganda, à côté, République démocratique du Congo et Tanzanie, et puis je dirais le Burundi aussi, c'est notre petit pays. Donc, j'évite de mettre au point parce que si je pointe le Rwanda sur la carte, on va pas le trouver, je vais le cacher. C'est ce que je dis souvent, lorsque je montre le Rwanda sur la carte, je le cache au lieu de le montrer. C'est vraiment un petit pays. Et c'est un pays aussi, notre contexte, c'est un pays qui se trouve entre quatre pays, deux qui sont anglophones et deux autres qui sont francophones. Donc, des pays anglophones qui sont Ouganda et Tanzanie et puis les pays francophones et la République démocratique du Congo et le Burundi. Donc, on s'est attardé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette étude sur les manuels scolaires de l'histoire du Rwanda. C'est qu'en fait, comme maintenant tout le monde connaît au courant, depuis 1959, le Rwanda a connu les guerres, les massacres, et puis avec un génocide commis contre les Tutsis en 1994. Et après ce génocide, tout le monde se posait la question de savoir, mais pourquoi, comment ce génocide peut arriver pour une population qui parle la même langue, qui partage le même territoire, qui possède la même culture, qui parle la même langue, parce qu'il n'y a pas plusieurs langues au Rwanda, c'est la même langue, c'est le Kinyarwanda, mais aussi qui partage aussi, soi-disant, les mariages interethniques, soi-disant parce que on va voir tout à l'heure s'il y a des ethnies ou pas au Rwanda concrètement scientifiquement. Donc, tout le monde s'est posé la question de savoir comment ces événements sont pu arriver au Rwanda. Et surtout, plusieurs chercheurs
ont essayé de traiter la question des conflits interethniques au Rwanda en explorant beaucoup plus les champs sociologiques, anthropologiques, historiques et politiques. Alors, à ce qui me concerne, donc je suis en sciences de l'éducation et j'ai reçu un rapport. Donc, après le génocide, il y a eu une conférence nationale. Dans cette conférence qui réunissait plusieurs organismes non gouvernementaux, mais aussi les confessions religieuses, des agences des Nations Unies, mais aussi les différents politiques au Rwanda. Donc, cette conférence a eu lieu en avril 1995. C'était juste un an après le génocide. Alors, dans cette conférence, il y a eu un rapport qui est sorti des échanges, de discussions sur ce qui s'est passé au Rwanda et notamment dans le domaine de l'éducation. Alors, ce rapport, je dirais, il m'a touché parce qu'il précise bien que l'éducation en général et l'enseignement de l'histoire, en particulier avant le génocide, a une part de responsabilité au génocide et aux conflits interethniques. En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Je vais vous lire quelques passages de ce rapport. Donc, ce rapport dit que la plus grande faiblesse de l'éducation rwandaise était le contenu. Les manuels scolaires d'histoire s'efforçaient de justifier une politique discriminatoire et au lieu d'éradiquer l'ignorance de la population, on a mis en place un système de propagande et d'incitation à la haine ethnique et régionale en exploitant savamment l'ignorance de la population. Donc, après ce rapport, il mentionne d'une manière ou d'une autre quand même le rôle de l'enseignement, notamment de l'enseignement de l'histoire, dans les conflits, dans la haine et dans les vérités interethniques au Rwanda. À partir de là, je me suis posé plusieurs questions. Première question, c'était de savoir dans quelle mesure l'enseignement de l'histoire dispensé dans les écoles au Rwanda, il s'agit des écoles primaires et secondaires, a-t-il contribué à l'émergence de la haine ethnique au Rwanda? Je me suis posé la question, d'ailleurs, là, je ne vais pas mentionner sur le diapo, mais qui a créé, qui a mis en place ce contenu dans le manuel scolaire de l'histoire du Rwanda qui a continué au génocide? Et je me suis dit, c'est vrai, si c'est vrai, là, c'était une hypothèse, si c'est vrai que les manuels scolaires ont contribué au génocide, alors où est-ce qu'ils ont tiré le contenu qu'ils ont, en tout cas, qu'ils ont mis dans les manuels scolaires? Et je suis parti très loin, c'est ce que peut-être je vais vous partager tout à l'heure. Et je me suis dit, alors, si l'école, parce que l'école moderne n'est pas arrivée par hasard au Rwanda, si l'école est arrivée grâce aux colonisateurs, et je me suis dit peut-être que c'est les représentations de la population rwandaise qui a influencé les manuels scolaires d'histoire et qui a conduit, bien sûr, à des conflits interethniques ou bien, je me suis dit peut-être que les colonisateurs ou bien les personnes qui ont amené l'école au Rwanda, ils sont innocents, ils n'ont rien contribué. Et je me suis peut-être dit que peut-être la réponse ou bien les questions d'origine des ethnies ou des conflits interethniques au Rwanda, c'est lié peut-être à la culture rwandaise. Donc, il fallait aussi traiter cette question-là. Et je me suis dit, bah, s'il y a une part de responsabilité dans les manuels scolaires de l'histoire du Rwanda, dans les conflits, dans le génocide commis contre les Tutsis, est-ce que dans ce cas, il n'y a pas, qu'est-ce que, et que si de l'autre côté, le contenu a été trouvé dans les ouvrages historiques, je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'enseigner autre chose? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas de valeurs et des savoirs dans la tradition rwandaise qui ont été oubliés et qui pouvaient plutôt constituer, et je dirais, le contenu qui faciliterait beaucoup plus l'unité, la solidarité, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces différentes questions-là que je me suis posées. Et je me suis dit que ça peut être intéressant d'analyser maintenant le contenu des manuels scolaires en utilisant les méthodes classiques qu'on connaît, s'appuyant sur en tout cas les auteurs comme Garwich et Carteri qui ont travaillé sur l'analyse des contenus. Donc, analyser à la fois les ouvrages historiques, mais aussi, de l'autre côté, les manuels scolaires de l'histoire utilisés dans les écoles primaires et secondaires au Rwanda entre 1971 et 1994. Je mentionne ces années parce que avant 1971, il n'y avait pas des manuels scolaires.
On verra pourquoi. Alors, avant peut-être d'analyser les manuels scolaires, il m'a semblé important pour présenter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, la brève histoire du Rwanda. Il faut se dire qu'au Rwanda, quand même, il y a la vache qui avait un rôle important dans la vie sociale, dans la vie sociale. Donc, on va voir tout à l'heure le rôle de la vache. Mais selon la définition, on peut dire qu'avant la colonisation, il n'y avait pas des ethnies. Si on se base bien sûr sur la définition de ce que c'est le groupe ethnique. Parce que on va se rendre compte qu'au Rwanda, donc je me suis appuyé sur différents auteurs, notamment des auteurs européens et aussi rwandais, notamment de la SAGE qui est européen, mais aussi Kagame et Kayihura qui sont rwandais. Donc pour ces auteurs, les Tutsis, il y avait plutôt les classes sociales parce que les Tutsis appartenaient à la classe déjà aisée et possédaient plusieurs bétails. Donc, le signe de la richesse, c'est pour cela que j'ai mis à côté la vache, le signe de la richesse au Rwanda, c'était vraiment la possession de la vache. Et les personnes riches étaient des personnes qui disposaient beaucoup de vaches et il s'agit, on les appelait les Tutsis. De l'autre côté, les Hutus se situaient dans la classe moyenne et vivaient de l'agriculture. Et enfin, il y a une autre petite partie de la population qu'on ne cite pas souvent, c'est les Toits, qui vivaient de la chasse et de la fabrication de poterie. Ils appartenaient à la classe inférieure. Donc, à part cette question de la richesse, il existait, avant la colonisation, un métissage entre les classes sociales grâce, bien sûr, au mariage interclasse. Enfin, les Rwandais, quand même, il faut le signaler, croyaient à la fraternité transmise à travers les mythes et les légendes. Donc, dans la tradition rwandaise, on va voir quelques mythes, quelques légendes qui montrent que, en fait, les trois classes viennent du même père, en tout cas, ils ont les mêmes origines, ils partagent les mêmes origines. Alors, par contre, ce il faut dire que le pouvoir politique était dirigé par le roi, la reine et la classe supérieure, et à qui on a confié les tâches à remplir selon les compétences dans les domaines d'activité. Donc, voilà, donc la vache en tant que signe de la richesse. Et après, pendant la colonisation quand même, c'est là où on va voir le changement parce que il va y avoir la transformation plutôt des classes sociales en groupes ethniques. En effet, lorsque les premiers Européens sont arrivés au Rwanda, il s'agit des missionnaires et des colonisateurs allemands et belges, ils ont été impressionnés quand même de l'organisation sociale et politique solide et rationnelle qui était au Rwanda. Cela, en fait, était à l'opposé des travaux ou bien des formations qu'ils ont reçues avant d'arriver notamment en Afrique, et donc au Rwanda, où ils disaient que l'homme africain est sans histoire, sans mouvement, sans développement, sans moralité, et qui vivait en fait dans un état de sauvagerie et de barbarie. En gros, là, les travaux de Hegel sur cette question-là sont très clairs sur ce sujet. Et par contre, ce qu'il va observer au Rwanda va les poser la question, en tout cas va les interroger dans le sens où il va avoir une société qui est un peu organisée, beaucoup plus organisée que ce qu'ils avaient en tout cas appris avant de venir au Rwanda. D'où l'origine des mythes hamitiques, alors qui considèrent que les chefs, donc les autorités qui avaient le pouvoir, c'est les Tutsis, ils disaient en fait, ces personnes-là ne sont pas des Noirs comme les autres. En gros, cette imité hermétique va montrer que les Tutsis sont des Européens. Et on va retrouver aussi le mot hamitique. Donc, on va les appeler des Hamites parce que le Hamite, il s'agit en fait, pour ceux qui ont dit déjà la Bible, c'est des versets bibliques qui montrent les trois fils de Noé, mais avec le charme qui a vu son père ivre et nu et qui est parti chercher les frères pour montrer, les dire que leur père est nu. Et Cham a été maudit et
maudit. Et après, il a quitté son lieu et il est parti en Afrique, en passant par l'Éthiopie, Égypte, en Arabie. Et apparemment, selon ce mythe, en tout cas qui est vraiment très développé dans les ouvrages, notamment d'Ogato Talicis, que je cite régulièrement, et les Tutsis seraient ces petits-fils de Hamid, de Cham, qui ont quitté, en tout cas qui ont été maudits parce que ils avaient vu la nudité de son père. Donc, avec l'introduction de son Hamid, donc on va considérer que les Tutsis sont des Hamites et que les autres sont des Bantous. Donc, avec l'introduction de Hamid, il va y avoir maintenant le classement, la hiérarchisation entre les personnes, entre les groupes, entre les classes sociales au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Tutsis vont être considérés comme des vrais hommes, intelligents, capables de diriger. Et les autres vont être considérés comme des sous-hommes. Et après, il va y avoir, parce qu'il y avait, comme on avait vu au début, il y avait de cet mixage, de cet métissage entre les classes sociales. Maintenant, ce qui a été décidé par notamment les colonisateurs belges, c'est qu'il fallait enregistrer une fois pour toutes les appartenances ethniques dans les cartes d'identité. Donc, pour immobiliser, bien sûr, les appartenances ethniques. En d'autres termes, il n'y avait plus la possibilité de passer d'une classe à une autre. Parce que, ce que peut-être je n'ai pas signalé au début, avant, comme la richesse était un élément déterminant pour la classe sociale et pour les riches, et tout par exemple de classe moyenne, lorsqu'il arrivait à conquérir plusieurs vaches, il passait dans une classe supérieure. Un Tutsi qui perdait ses vaches, bien sûr, il descendait aussi dans la classe inférieure. Donc, il y avait cette possibilité de quitter une classe à une autre. Comme aujourd'hui, tu deviens riche, tu vas appartenir dans les classes favorisées, tu deviens pauvre, tu descends dans les classes défavorisées. C'était le même système avec l'acquisition, bien sûr, de la vache en tant qu'un élément qui détermine la richesse au pays. Donc, maintenant, pour éviter cette mobilité entre les groupes ethniques, il va y avoir l'enregistrement des appartenances ethniques dans les cartes d'identité, et ça, c'est en 1939. Donc, certains auteurs, notamment Sebassoni, ils vont dire que les Rwandais ont tombé dans ce qu'il a appelé le piège ethnique, parce que ils ont fini par adhérer à cette croyance en disant, en fait, il y a les plus intelligents, capables à diriger, et les autres qui sont là, qui sont considérés comme des personnes moins intelligentes, et puis classe, de dire les sous-hommes, si j'ose dire. Donc, ils ont fini par, en fait, croire à cette hiérarchisation de groupes ethniques, voire même à ces appartenances ethniques, de façon que, c'est ce que nous dit Pierre Chrétien, de façon que les générations suivantes vont adhérer carrément et intérioriser les appartenances ethniques. Donc, cependant, cela va changer parce que aussi notre élément, c'est que au niveau de l'organisation, bien sûr, les Belges vont soutenir les plus intelligents parce que c'est ces personnes les plus intelligentes, notamment les Tutsis. Donc, tu vas les aider, bien sûr, dans la direction des pays. Au niveau de la scolarisation, ils vont favoriser beaucoup plus les enfants de chefs, en tout cas des riches, par rapport à des enfants considérés comme des enfants de sous-hommes. Donc, dans les années 1950, il va y avoir un MENA au niveau de toute l'Afrique. Là, il faut vraiment mettre dans le contexte africain. Il va y avoir des mouvements indépendantistes qui secouent certains pays d'Afrique. C'est-à-dire, on peut citer Lumumba, par exemple, à côté à la République démocratique du Congo, qui ont commencé à revendiquer l'indépendance. Il s'agit d'une période où tous les pays d'Afrique, donc notamment les chefs au pouvoir, commençaient à réclamer l'indépendance des pays. Donc au Rwanda, le roi du Rwanda, qui est considéré comme une personne appartenant à un groupe ethnique et tutsi, va également vouloir entamer la même démarche. Donc il va demander l'indépendance du Rwanda. Donc cela va provoquer une rupture d'alliance entre la cour royale et les Belges qui colonisaient le Rwanda à cette période. Et ils vont décider, bien sûr, de créer, je dirais, une rupture, un contrepoids
dans le milieu Hutu. C'est-à-dire, on va commencer à demander à des Hutus aussi de se mobiliser pour demander l'indépendance. Donc, comme on a dit notre collègue, je pense à cette université de Montréal, le pays, c'est Mojanga, le pays est alors comparé aux régimes féodaux de l'Europe et du Moyen Âge. D'un côté, il va y avoir les seigneurs Tutsis et de l'autre, les serviteurs Hutus. Donc, c'est des choses qui existaient, mais avec cette demande de l'indépendance et avec cette création, cette provocation de l'alliance entre les colonisateurs belges et puis les Hutus, il va y avoir vraiment ces deux blocs où il va y avoir d'un côté les seigneurs et de l'autre les serviteurs Hutus qui vont commencer aussi à demander en fait l'indépendance. Mais l'indépendance, on va voir ce qui va se passer après. Donc, dans cette période, il y a eu la création des partis politiques à caractère ethnique. Et donc, les Hutus, ils ont créé une parti politique qui s'appelle les Parmi Hutus et la masse populaire Hutus ont presque tous adhéré à cette partie politique qui parlait de la cause Hutu. Donc, c'est de l'autre côté, il y a l'UNAR. L'UNAR, c'est une partie politique où il y avait beaucoup plus des Tutsis. Et à partir de là, il va y avoir maintenant des conflits ouverts entre deux communautés ethniques, donc les Hutus et les Tutsis. De façon qu'en 1962, lors de l'indépendance du Rwanda, le pouvoir, donc avec l'organisation, dans n'importe quelle société, c'est ce que je dis souvent, dans n'importe quelle société, si on prend les classes sociales et puis les classes supérieures, si on fonde les partis politiques en tenant compte de ces appartenances-là, oui, c'est fort possible que la classe moyenne, il va y avoir du monde par rapport à les classes supérieures. Donc, il va y avoir je dirais, une revanche ou bien un renversement du pouvoir où le pouvoir va passer dans les mains des Hutus avec le soutien du gouvernement belge et les milliers Tutsis, bien sûr, qui étaient au pouvoir, va prendre le chemin de l'exil. Après la colonisation, donc ça, c'est la période vraiment d'après la colonisation jusqu'au génocide. Donc, le Rwanda a eu l'indépendance en 1962 et le pouvoir maintenant n'est plus, en tout cas, ceux qui tiennent le pouvoir, ceux qui dirigent le pouvoir au Rwanda. La majorité maintenant, ce sont des Hutus, ce n'est plus des Tutsis comme avant l'indépendance. Alors, il va y avoir le discours des politiciens, bien sûr, majoritairement Hutus, qui va montrer la différence entre les Rwandais en affirmant que, un, donc, les vrais hommes, comme on va les voir tout à l'heure dans les manuels scolaires, il y a des vrais hommes des Hutus en particulier, et puis il y a les autres sont des étrangers, ce sont des Tutsis, on va le voir aussi d'où vient et comment on les mentionne dans les manuels scolaires. Et par contre, comme il y a eu des Tutsis qui ont pris le chemin de l'exil pendant cette période de l'indépendance jusqu'au génocide, il va y avoir aussi des Tutsis qui ont pris le chemin de l'exil. Ils vont vouloir revenir au Rwanda. Donc, il va y avoir des attaques, notamment dans les années 1960. Et, mais ces attaques, bien sûr, ont connu des échecs parce que c'était des attaques de retour euh, euh, par les armées, mais bien sûr, le pouvoir Hutu à place a pu repousser donc ces inventions des Tutsis de l'extérieur. Il va y avoir un autre événement après les années 1960, c'est 1973, où un groupe d'officiers, donc aussi de Hutu, euh, va faire un coup d'État contre le pouvoir des Hutus qui étaient toujours au pouvoir. Donc, en gros, c'est euh, un coup d'État des Hutus fait à l'égard des Hutus. Sauf que la différence, c'est des Hutus qui sont militaires, qui vont inverser au pouvoir des Hutus qui sont, je dirais, civils. C'est la période aussi, si on met dans le contexte, c'est la période où plusieurs pays africains sont dirigés par les militaires. Et c'est la période où on a connu aussi des coups d'État militaires dans cette période. Mais avec, bien sûr, ce coup d'État, même si c'est Hutu contre Hutu, notamment c'est Hutu du Nord contre les Hutus du Sud, il va y avoir toujours le sentiment ethnique
entre les Hutus et les Tutsis. Donc, même s'il y a eu ce coup d'État, mais il va y avoir le sentiment ethnique va rester vif chez les Tutsis et chez les Hutus. Donc, en 1980 jusqu'en 1994, les réfugiés maintenant de l'extérieur, donc les Tutsis de l'extérieur, vont s'organiser et ils vont déclencher la guerre. Et cette guerre va terminer en 1994 avec le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lorsqu'il y a eu cette guerre, les Hutus qui avaient le pouvoir au Rwanda, à l'intérieur du Rwanda, ils ont dit que bah, pour peut-être éviter, pour combattre les Tutsis de l'extérieur, il fallait commencer par éliminer les Tutsis de l'intérieur parce qu'ils les considéraient comme les complices de leurs frères Tutsis qui sont de l'extérieur. Donc, cette décision d'éliminer, de massacrer, de nettoyer carrément le groupe ethnique a créé, a provoqué un génocide au Rwanda en 1994. Donc, ce désastre, bien sûr, va terminer avec euh, un pays qui est avec des pertes humaines importantes. Et ce génocide va laisser le Rwanda socialement et matériellement détruit. Donc, après le génocide, il fallait reconstruire le pays dans tous les domaines. En gros, voilà la brève histoire. Si je parle histoire du Rwanda, et là, je me suis concentré, bien sûr, lorsque ce n'est pas ça l'histoire, toute l'histoire du Rwanda, mais là, c'est vraiment l'histoire, un rapport, je dirais, sociopolitique entre les groupes ethniques au Rwanda. Et à partir de là, je me suis dit, alors, dans ce cas, quelle est l'influence, notamment des représentations coloniales dans ces manuels scolaires, dans l'enseignement de l'histoire, et surtout, ben là, c'est l'histoire du Rwanda, mais qu'est-ce qui était écrit concrètement dans les manuels scolaires de l'histoire du Rwanda? Donc, j'ai analysé les manuels scolaires, et pour commencer, donc, j'ai sélectionné les manuels scolaires de l'histoire du Rwanda. Et je me suis rendu compte, je me réfère des travaux notamment de Gassanabo, que, en fait, l'histoire du Rwanda, l'Emmanuel en question, n'existait pas avant 1971, d'où la date que j'ai mentionnée dans le titre au début, donc de 1971 jusqu'à 1994. Avant cette période, il existait ce qu'on appelle les causeries sur différents sujets sur l'histoire du Rwanda. Donc, l'histoire du Rwanda était transmise à travers des tests de lecture, notamment en Kinyarwanda et en français. Et c'est surtout en 1971 qu'on a commencé à enseigner l'histoire du Rwanda et notamment le premier ouvrage, ce que là on le verra tout à l'heure, c'est en 1971 où il y avait vraiment un manuel scolaire dont on a utilisé dans les écoles au Rwanda et l'enseignement de l'histoire était dispensé à raison de 45 minutes par semaine. Et ça qui a des manuels, donc c'est-à-dire entre 1961 jusqu'à 1971, il y avait l'enseignement de l'histoire, mais il n'y avait pas vraiment les manuels scolaires. Donc le manuel scolaire commence à partir de 1971. Donc le premier manuel de l'histoire du Rwanda, utilisé dans les écoles, est apparu et publié en 1971. C'est Emmanuel, c'était vraiment un ouvrage qui a été rédigé par un prêtre belge, Roger Hermans. C'est l'introduction de l'histoire du Rwanda. Et son manuel, donc cet ouvrage qui a été publié par ce père belge, va être utilisé jusqu'en 1980. C'est à partir de 1980 qu'il va y avoir les manuels scolaires que j'ai, donc ces manuels que j'ai analysés sur l'histoire proprement du Rwanda. Alors, l'analyse de ces manuels, donc, lorsque j'ai reçu ces manuels, peut-être au niveau méthodologique, je vais vous dire que ce sont les manuels quand même qu'on a utilisés pendant cette période et qu'on accuse d'avoir contribué au génocide.
Donc, c'était pas facile d'aller retrouver également parce que tout le monde voulait s'en débarrasser. Et puis, il y en avait même qu'on a brûlé parce qu'on les considérait de contenir, en tout cas, l'idéologie génocidaire. Donc, au niveau méthodologique, je vous rassure que ça a été très difficile d'obtenir ces manuels scolaires. Donc, ce qui a été fait concrètement dans cette recherche, c'est de sélectionner les manuels scolaires, donc utilisés à l'école primaire et secondaire au Rwanda avant le génocide. Donc, de cette période entre 1971 jusqu'à 1994. Donc, sélectionner les thèmes en relation avec la question du vivre ensemble entre les Rwandais, mais cela ne veut pas dire que ce n'est que ces thématiques qui ont été enseignées. Il existe aussi d'autres thématiques, bien sûr, notamment les thématiques sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Europe, les inventions. Il y a d'autres thématiques, mais dans ma thèse, je me suis concentré beaucoup plus sur les thématiques en relation avec la question du vivre ensemble au Rwanda, parce que je voulais comprendre, bien sûr, le rôle de ces manuels scolaires dans les conflits interethniques au Rwanda qui ont conduit le pays au génocide commis contre les Tutsis. Et après, j'ai passé à l'analyse du contenu de chaque manuel scolaire et j'ai fait enfin l'analyse comparative du contenu des manuels. Donc voilà les manuels scolaires qui ont été utilisés. Ils ont été tous publiés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est le MINEPRISEC. C'est le ministère de l'Éducation nationale, enfin, c'est le ministère d'Enseignement supérieur, secondaire et supérieur, si je me rappelle bien. En tout cas, c'est MINEPRISEC comme titre du ministère. Et les titres des ouvrages, dans ces ouvrages, on va trouver que ça englobe à la fois la géographie, l'éducation civique et l'histoire. Donc, on voit que ces ouvrages, donc, c'est publié entre 1982 jusqu'à 1988 normalement. Et il y a d'autres ouvrages qu'on a utilisés là. Ce qu'on vient de voir, c'est l'école primaire. Là, ce sont des ouvrages de l'école secondaire. Et donc, il y a l'ouvrage de Hermas qui a été utilisé en tout cas dans plusieurs niveaux d'études. Là, on voit que de la première au Rwanda, on parle de première, deuxième jusqu'à sixième de l'école secondaire. Donc, cet ouvrage a été utilisé dans tous les niveaux de l'école secondaire. Il va y avoir aussi un manuel scolaire utilisé en tronc commun, c'est-à-dire trois années d'école secondaire, de cycle inférieur de l'école secondaire. Et après, il va y avoir aussi des ouvrages, Histoire du Rwanda, première partie, et puis l'Histoire du Rwanda, deuxième partie. Donc, le dernier a été publié en 1989. Alors, pour cette étude, comme j'ai dit, il fallait chercher des thématiques qui sont en rapport avec la question de vivre ensemble entre les ethnies au Rwanda. Et il y en a ces six ouvrages. Donc, l'ouvrage de Elmas, c'est publié en 1971. L'ouvrage de l'école utilisé à cinquième de l'école primaire, celui utilisé en sixième année de l'école primaire. Et après, les deux ouvrages utilisés à l'école secondaire, ce qui est l'histoire du Rwanda première partie et l'histoire du Rwanda deuxième partie. Et enfin, l'ouvrage de huitième année de l'école primaire, qui a été publié en 1982 et qui a été utilisé jusqu'en 1994. Concernant les thèmes qui m'ont en tout cas intéressé dans mon travail, il y a cinq thèmes qui m'ont intéressé. C'est la population rwandaise, comment Emmanuel présente la population rwandaise dans les manuels scolaires. Il y a une autre thématique qui m'a intéressé, c'est le système de clientèle et la question des inégalités entre les groupes ethniques au Rwanda. Et le troisième thématique, c'était la question de la colonisation, comment Emmanuel présente la colonisation allemande et colonisation belge. Et après la révolution de 1959 jusqu'à l'indépendance du Rwanda. Et enfin, le Rwanda sous la première et la deuxième république, c'est-à-dire le Rwanda après l'indépendance. Après l'indépendance. Alors, je vais peut-être essayer de vous présenter en amont thématique et par thématique. Quelquefois, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup d'éléments et je n'aurai pas le temps d'évoquer tous ces éléments, notamment par manuel scolaire.
mais je vais essayer de vous présenter les conclusions issues de l'ensemble des ouvrages selon les thématiques. Donc, concernant la population rwandaise, en tout cas les manuels scolaires d'une manière générale, présentent la population rwandaise comme une population un peu différente qui est arrivée par vague migratoire. On pourra présenter les Toits comme les premiers à habiter le Rwanda et ils ont comme métier chasseurs et potiers. On le présente aussi sur le plan morphologique, on le présente comme des personnes de petite taille. Les Hutus sont considérés, en tout cas sont présentés dans les manuels scolaires comme des personnes ayant de taille moyenne et arrivées au Rwanda entre 7e et 10e siècle. Et lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda, ils ont trouvé les toits, donc les batois des toits au Rwanda. Leur origine est d'Irak et Tchad. Ils sont arrivés au Rwanda en passant par la forêt équatoriale et l'installation au Rwanda était pacifique, c'est-à-dire ils ont négocié avec les Touaregs qu'ils ont trouvés au Rwanda pour trouver le terrain pour faire l'agriculture. Dans ces manuels scolaires aussi, on est présente comme les autres Bantous d'Afrique, je dirais d'Afrique centrale, qui vivent de l'agriculture. Et enfin, on va présenter les Tutsis comme les derniers arrivés au Rwanda, comme des éleveurs qui sont arrivés bien sûr au XIVe siècle et ils vont présenter que l'origine est le nord-est de l'Afrique, c'est-à-dire le Soudan et l'Éthiopie. Donc là, on va retrouver cette origine dans les mythes hamitiques qui montrent que là, ils sont arrivés par l'Afrique de l'Est, en passant par l'Éthiopie jusqu'au Rwanda. Donc, certains mythes enseignés évoquaient également l'origine céleste ou asiatique, voire européenne des Tutsis. Donc, en gros, en d'autres termes, concernant la population rwandaise, on va voir que les manuels scolaires font vraiment la différence entre les trois groupes ethniques au Rwanda. Donc, déjà au niveau de la période d'installation, on va voir que les Batois sont arrivés, mais on ne connaît pas la période. Les Hutus, c'est clair, ils arrivent entre 7e et 10e siècle, alors que les Tutsis arrivent entre 10e et 14e siècle. Donc, ils vont présenter aussi l'origine et les activités pour chaque groupe ethnique. Et enfin, ils vont montrer aussi la différence au niveau morphologique. Donc, on va voir que les Batois ou les Tois sont de petite taille, les Barutus taille moyenne, les Bantous considérés comme des Hamites de grande taille. En gros, si je résume, on va voir que dans les manuels scolaires, on va établir une distinction entre les groupes ethniques. Il n'y a pas vraiment d'encouragement de l'apprentissage d'une appartenance commune à une même communauté de citoyens et à une identité partagée. Donc, on peut voir alors que dans certains mythes, on peut voir cet lien entre je dirais, ces groupes ethniques, si on peut les appeler les ethnies. Pour moi, ce ne sont pas des ethnies, c'est vraiment des classes sociales. Donc, concernant le système de braquet, là, donc, il y a trois manuels scolaires qui les abordent. Là, je ne vais pas vraiment, en tout cas, les détailler manuel par manuel. Et je vais aller surtout à l'essentiel. Donc, c'est la conclusion que je tire de ces ouvrages, de ces manuels scolaires par rapport à ce système de braquet. On va dire que pour les manuels scolaires, le système clientèle, en fait, c'est ce le braquet. En fait, en gros, c'est un système où le plus pauvre allait travailler chez les riches pour conquérir des vaches. Comme les vaches, c'est pour ça que j'avais vraiment insisté au début en montrant l'image de la vache, est un signe de la richesse. Pour la conquérir, il fallait faire s'engager dans ce système de clientèle. Donc, aller travailler chez les personnes riches pour conquérir ces vaches. Donc, par contre, les manuels scolaires vont bien préciser que ce système de clientèle a été amené par les Batoutis. Il souligne aussi les méfaits quand même de ce système, donc notamment manque de travail pour leurs familles, notamment pour les clients, la soumission totale et puis la manipulation des chefs. Donc ça, ce sont vraiment je dirais, les méfaits de ce système clientèle. On va montrer pour certains manuels que ce contrat existait entre une personne inférieure, donc que ce soit Hutu et Tutsi pour certains manuels, et les Tutsis riches. Donc, montrer que, en gros, même les Tutsis qui n'avaient pas beaucoup de vaches
pouvait aller, en fait, signer, faire réaliser son contrat de clientélisme avec les Tutsis riches. Mais de notre manuel et puis des ouvrages historiques vont montrer que ces Tutsis inférieurs pouvaient s'engager dans ce système de clientèle, surtout pour avoir de la protection des Tutsis riches, notamment ceux qui étaient au pouvoir. Par contre, pour d'autres manuels scolaires, on va montrer que le contrat de Bouraké était plutôt une forme déguisée de l'esclavagisme de Tutsis et des Hutus. Donc, il y a un manuel scolaire, notamment Histoire du Rwanda, deuxième partie, il souligne ce point, montre que c'était une forme déguisée de l'esclavagisme de Tutsis et des Hutus. En gros, à résumer, les manuels scolaires n'insistent pas sur le fait que en tout cas, tous les groupes ethniques pouvaient s'engager dans ce système sans distinction en fonction de l'infortune ou indépendance de leur origine. Il y a des auteurs qui le montrent, notamment Dora Saget et Kagame aussi, montrent qu'il y avait la possibilité pas la possibilité, mais que tous les groupes et toutes les personnes, notamment les hommes, étaient obligés de participer à ce système. Et il y en a d'ailleurs, notamment Kagame, Alexis Kagame, qui est un philosophe rwandais qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du Rwanda et qui disait qu'il y avait aussi une forme de liberté dans l'engagement. Il n'y avait pas, donc celui qui ne voulait pas s'engager, il ne le faisait pas. Mais pour qu'il y ait la protection d'une manière générale, en tout cas ce système de clientèle concernait d'une manière générale à chacun suivant ses propres intérêts à préserver dans le système rwandais. Alors, je passe à la troisième thème qui est la colonisation allemande des Belges et je passe aussi à l'essentiel. Les manuels scolaires n'insistent pas sur le fait que tous les Rwandais ont subi la colonisation et qu'ils ont lutté contre ces colonisateurs. Donc, il n'y a pas ce travail commun entre les Rwandais pour lutter contre la colonisation. Donc, ils vont montrer plutôt qu'il y a une forme d'alliance entre les colonisateurs belges, notamment, et les Tutsis, et que les colonisateurs, notamment les Allemands et les Belges, ont renforcé l'hégémonie Tutsi et leur pouvoir sur le paysan Hutu. Ces manuels scolaires vont montrer que les Toits, en particulier les Hutus, ont en tout cas ont été les seuls à supporter le poids de la colonisation. Donc, en gros, les Tutsis n'étaient pas concernés, si on tient compte, en tout cas, si on interprète les manuels scolaires. Et en fin de compte, l'examen de ces manuels scolaires d'histoire montre que la colonisation allemande des Belges ne concernait pas tout le monde. Donc, il y a un manque de l'identité nationale et collective, de la communauté de citoyens collectifs unifiés entre les différentes communautés rwandaises. En d'autres termes, selon le manuel scolaire, il y a des groupes ethniques qui ont subi le fardeau de la colonisation et d'autres qui étaient plutôt alliés aux colonisateurs et donc qui n'ont pas connu la colonisation au même niveau que les autres. Concernant la période de la révolution à l'indépendance du Rwanda, donc il y a aussi ces manuels scolaires qui vont aborder en tout cas cette période. Et on va trouver, si je résume, qu'il y a eu la création des partis politiques à caractère ethnique. Et par contre, ils vont insister sur le fait que ce sont les Hutus qui ont véritablement accompli l'indépendance du Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé avec la révolution? La classe populaire paysanne a lutté contre, non pas contre, en tout cas contre l'esclavagisme, plutôt contre la puissance des Tutsis. Et c'est grâce à la lutte des Hutus, qui était la classe moyenne, que le Rwanda a accompli l'indépendance. Donc l'indépendance, selon les manuels scolaires, a été réalisée par les Hutus qui ont à la fois au fait, demandé l'indépendance aux colonisateurs belges, mais aussi qui ont pu chasser le roi et les chefs tutsis au pouvoir. Cependant, pendant la révolution, les manuels scolaires, on mentionne quelques actions
Je dirais, aujourd'hui, on peut parler de crimes contre l'humanité. On va voir les pillages, les destructions, les incendies et les persécutions des autorités Tutsis, de façon que certains vont prendre le chemin de l'exil. En résumé, on constate que dans les manuels scolaires, on a tendance à montrer que la révolution a été réalisée par un seul groupe ethnique et que, bien sûr, tout le temps, comme je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a pas vraiment la communauté, la réalisation de la construction d'une nation, d'une même communauté. Cette indépendance qui, au lieu de dire que c'est tout le pays qui est indépendant, tous les groupes ethniques indépendants, les manuels scolaires vont dire, ah oui, maintenant, c'est plutôt les Hutus qui sont indépendants parce qu'ils ont pu quand même à la fois renverser le pouvoir des Tutsis et après demander l'indépendance à des colonisateurs belges. Et pour terminer, la dernière thématique qui a été abordée dans les manuels scolaires, c'est la période de l'indépendance jusqu'à la Deuxième République. Je pense encore, en tout cas à l'essentiel, résumé. On va remarquer dans les manuels scolaires vont nous dire qu'il y a eu des réformes judiciaires réalisées. Le peuple, on est vraiment après l'indépendance. C'est comme si on est dans la période démocratique. Le peuple qui est représenté, il va être représenté par les élus qui ont été élus d'une manière démocratique. Les inégalités sociales est supprimée en faveur de la solidarité nationale. C'est vraiment la question de la solidarité nationale est bien mentionnée dans les manuels scolaires. Il va y avoir le système méritocratique, c'est-à-dire maintenant ce n'est plus l'appartenance à un groupe ethnique qui va être mise en valeur, qui va être mise en devant, mais la compétence des personnes, notamment au niveau scolaire, les élèves que tu vois ici, c'est les meilleurs. Donc, c'est les meilleurs qui vont être sélectionnés pour passer à l'école secondaire. Même aussi, entre parenthèses, pendant cette période, le Rwanda a connu le système qu'on appelle le système d'équilibre ethnique, où pour accéder à l'école, normalement. Donc, pardon. Donc, pour accéder à l'école, c'est plutôt l'appartenance ethnique qui est primée. En gros, en d'autres termes, si je formule autrement, ils ont fait le recensement au niveau national. Ils ont trouvé que les Hutus étaient presque 90% de la population, les Tutsis 9% de la population. Et, et donc, je parlais de l'équilibre ethnique. Donc, pour accéder à l'enseignement supérieur, à l'enseignement secondaire, on regardait les appartenances ethniques. Donc, chaque groupe ethnique devrait être représenté selon sa densité de population. En gros, il fallait avoir 90% des Hutus à l'école secondaire, 10%, plutôt 9% de tous à l'école secondaire et 1% de toi à l'école secondaire. Donc, la politique, quand on nous parle de la méritocratie dans les manuels scolaires, on voit que dans les faits, il y a pas vraiment, c'était, je dirais, les principes, mais dans les faits, il n'y avait pas cette mise en place de cette politique de méritocratique. Donc, en gros, si je résume, on peut dire que il a été difficile pendant la période de l'indépendance jusqu'à la Deuxième République de réaliser l'unité et la solidarité nationale, surtout que il y a eu la guerre entre les deux groupes ethniques, donc les Tutsis de l'extérieur qui voulaient rentrer au Rwanda. Et d'ailleurs, dans les manuels scolaires, les Tutsis sont appelés les Ignazi, donc les cafards, même si on disait que c'est eux qui ont donné ces noms, mais dans les manuels scolaires, bien sûr, il y a vraiment je dirais, cette animalisation de groupes ethniques, en tout cas des Tutsis, dans les manuels scolaires que j'ai pu analyser. Donc, pour conclure, donc, ce qu'on peut dire par rapport
à ces analyses des manuels scolaires, on peut conclure que, en tout cas, ce que je conclus dans ma thèse, c'est que les manuels scolaires ont une part de responsabilité. En gros, ils n'ont pas, en tout cas, le contenu qu'ils proposaient, ce n'est pas un contenu qui favorise l'unité nationale, ce n'est pas un contenu qui favorise la communauté des citoyens. Il n'y a pas le dépassement de toutes les appartenances ethniques entre les élèves Hutu, Tutsi et toi, il y a vraiment ce repli identitaire entre les élèves qui suivaient cet enseignement de l'histoire. Et pourtant, si on peut le dire, on va remarquer que dans les ouvrages historiques, il y a quand même des éléments qui pouvaient quand même développer davantage et qui pouvaient faciliter, en tout cas, qui contribuaient à l'unité entre les Rwandais. Ici, j'ai relevé quatre éléments. Premier élément, c'est le mythe, les mythes et les légendes. On va voir que dans la culture rwandaise, il y a certaines légendes et mythes qui montrent au fait que les Hutus, les Tutsis et les Twa ont une même origine historique et qu'ils ont un même père. Donc, peut-être qu'avec dans ces mythes, on va montrer que le père a fini à donner, je dirais, des activités, je dirais même, tu vas avoir des professions à des groupes ethniques selon leurs compétences, mais on voit quand même qu'il y a cette idée de l'origine commune de tous les groupes ethniques. Une autre thématique que n'ont pas vraiment, qu'ils ont abordée, mais sans vraiment insister, c'est la question de la religion traditionnelle. En gros, dans la religion traditionnelle, les Rwandais, que ce soit dans les ouvrages, mais dans les manuels scolaires, on fait pareil aussi. Mais je sais, c'est sur le point qu'ils n'ont pas pu développer son point. On voit que dans les manuels scolaires, que tous les groupes ethniques ont, avaient la même religion traditionnelle. Eux, les parrains, les Hutus pouvaient avoir un parrain Tutsi, les Tutsis pouvaient avoir un parrain Hutu, et vice-versa. Il y a une autre thématique qui n'est pas aussi assez développée dans les manuels scolaires, c'est le système de Kungwana, c'est-à-dire un rituel de sauboire qui symbolise l'alliance, c'est-à-dire un Hutu et Tutsi, ou en tout cas la personne qui pouvait en tout cas conclure ce rituel, il coupait la peau de l'autre et puis buvait son sang. Donc, en tout cas, l'un buvait le sang de l'autre. Et ça montre l'unité. Et il n'y avait pas, en tout cas, ce rituel ne concernait pas seulement les Tutsis, ne concernait que les Tutsis entre eux ou les Hutus entre eux, il concernait tous les Rwandais sans aucune distinction. Et après, dans les manuels scolaires, il n'insiste pas aussi sur son mariage interclasse, interethnique, et pourtant, c'est quelque chose. En tout cas, ces mariages existent toujours entre ces groupes. Je dirais, moi, je parle des classes sociales, mais même si dans l'histoire, on va parler des ethnies, mais en tout cas, les mariages interclasses ou interethniques, ça dépend de la personne qui parle, ont existé. Et dans ces manuels scolaires, il n'y a pas vraiment un travail très avancé sur ce point. Bon, donc j'essaie de dégager quelques perspectives. Pour moi, il y en a peut-être trois qui me semblent essentielles. Il me semble que pour élaborer le contenu des manuels scolaires de l'histoire du Rwanda et de l'éducation de manière générale, il serait intéressant de connaître, reconnaître les limites et les erreurs du passé, et surtout en essayant de passer de l'ethnisme à la communauté des citoyens, donc en essayant de voir ce qui unit les Rwandais au lieu de voir ce qui les sépare. Et enfin, penser surtout à la nation, c'est-à-dire euh, penser à ce qui unit la population et pas ce qui sépare la population. En gros, trois étapes: connaître et reconnaître les erreurs, passer de l'ethnisme à la communauté des citoyens, et enfin, penser surtout l'unité et la nation. Et pour terminer, donc là, c'est un travail que j'ai fait, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je travaille, comme a présenté tout à l'heure David, je m'intéresse par rapport à cette expérience du Rwanda. Je m'intéresse parce que là, je me suis rendu compte qu'on peut dire qu'il y a d'une part des vrais citoyens par rapport à des périodes
Et je dirais que avant la colonisation, ou bien la veille de l'indépendance, on peut dire que les Tutsis étaient beaucoup plus citoyens que les autres groupes ethniques et qu'après l'indépendance, jusqu'au génocide commis contre les Tutsis, on va se rendre compte que les Hutus été considérés beaucoup plus comme citoyens par rapport aux autres. Donc, les travaux que je suis entré, donc ça sort un peu du cadre du Rwanda, c'est vraiment de traiter la question de la citoyenneté, d'où les trois ouvrages qui ont été publiés par la maison d'édition Robert Dolo et que j'ai coordonné d'ailleurs. C'est pas moi qui ai écrit seulement, même s'il y a plusieurs chapitres dans ces ouvrages, mais je m'intéresse sur la question de la citoyenneté empêchée, de la citoyenneté de seconde classe et surtout comment nos communautés d'appartenance nous influencent dans l'apprentissage de la citoyenneté. Désolé pour ce temps de coupure parce que j'ai eu un peu d'image, j'ai eu peut-être un petit accident, mais j'espère que vous avez pu suivre en tout cas ma conférence et je suis ouvert à des questions. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Moutabazi. Ça fut fort intéressant d'en apprendre plus sur l'histoire du Rwanda et ensuite les propos de votre recherche doctorale. C'était fort intéressant. J'inviterai maintenant les participants, s'ils le souhaitent, à poser leurs questions dans l'outil clavardage de Zoom ou de lever la main en utilisant encore une fois les outils de réaction de Zoom et nous pourrons vous donner le droit de parole. Nous avons tout de même reçu une première question. Je vous la lis. Ma préoccupation est la suivante. Donc, on vous remercie pour la présentation tout d'abord. Un élément culturel par excellence qu'est la langue ne semble pas m'avoir été prise en considération. Quelle peut être la place de cet élément dans votre recherche? Oh, votre micro est fermé. Donc, à la question de langue, en quoi, donc la prise en compte de la langue. Donc, je n'ai pas insisté dans mes travaux de recherche sur la question de la langue parce que, en fait, la langue, c'est-à-dire le Kinyarwanda, c'est une langue qui est parlée par tous les Rwandais. Donc, il n'y a pas les anglophones et les francophones, et que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde parle le Kinyarwanda. Peut-être, oui, c'est vrai qu'on peut le classer parmi les quatre éléments que je viens de citer, notamment la religion traditionnelle, où tout le monde, en tout cas tous les groupes ethniques, se retrouvaient dans la même religion. Et là, je peux, oui, ajouter que la langue aussi, la langue Kinyarwanda, c'est le point commun, ou en tout cas, c'est, je dirais, le patrimoine culturel commun entre les trois classes sociales. Merci pour votre réponse. Nous n'avons pas pour le moment d'autres questions dans le clavardage. J'invite donc les gens à utiliser la petite main dans les outils de réaction de Zoom pour poser une question, donner un commentaire à notre conférencier, M. Utebasi. Alors, nous avons une question de M. Lefrançois. Alors, je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, On vous entend. oui. Euh, oui, Eric. Lorsque tu as présenté dans les manuels la question des mythes enseignés, euh, j'aimerais que tu puisses développer euh, davantage sur en fait, l'interprétation de ces mythes dans les manuels. Sont-ils présentés comme
par exemple, en tant que mythe, comme étant une erreur du passé, où maintenant il y a un enseignement désenchanté là, de l'histoire, euh, ou sont-ils présentés comme des vecteurs de l'identité nationale? Donc, la nature de ces mythes comme finalement un point commun ou un objet de division parce que de toute façon, c'est le passé, donc la foi, le manque de raison, par exemple. D'accord. Hum, et merci David pour cette question. Je dirais que les mythes euh, sont présentés comme un mythe parce que dans les manuels scolaires, il n'y a pas une définition des mythes. Et qu'est-ce qu'un mythe pour que les élèves prennent conscience, voilà, c'est mythe, ce n'est pas la réalité. Et je dirais même que l'âge, peut-être c'est une des limites de mon travail. J'ai pas fait des enquêtes pour voir, j'ai proposé la question justement aux élèves qui ont suivi cet enseignement de l'histoire pour comprendre comment eux, ils considéraient, en tout cas, ces mythes et les enseigner. Mais il y a certains élèves qui, selon en tout cas ce que j'ai entendu parler, sans faire vraiment une enquête voilà, sérieuse et rigoureuse, il y en a qui considéraient ces mythes comme réalité, comme vérité. Donc, qui n'arrivaient pas à comprendre qu'il s'agit bien des mythes, que ce n'est pas des réalités. Et du coup, en tout cas, ce qui est dans les manuels scolaires, il n'y a pas une définition bien précise de qu'est-ce qu'un mythe pour, avant de raconter le mythe qui a été enseigné. Merci, Monsieur Mutabazi. Nous avons une autre question. Une question, une intervention plutôt. On vous remercie. J'aimerais vous entendre sur le rôle du manuel scolaire dans un contexte de l'éducation à la citoyenneté. Mhm. Ouais. C'est peut-être un élément que je devrais, j'ai oublié de le développer dans la conclusion parce que la question que je me suis, en tout cas que je me suis posée à la fin de ma thèse, était de savoir si vraiment, parce qu'il fallait vraiment être très loin, est-ce que la question, je me suis dit, est-ce que les manuels scolaires ont contribué au génocide? Est-ce qu'on peut dire que les manuels scolaires ont contribué au génocide? Et aujourd'hui, je pense qu'on doit faire la différence entre l'histoire historique, l'histoire savante, et je dirais, je mets quatre étapes essentielles. Première étape, c'est l'histoire savante, histoire, histoire historique qu'on va retrouver dans les ouvrages historiques. C'est à partir de cette histoire savante, plutôt, qu'on va rédiger peut-être les manuels scolaires. Donc, on va sortir d'histoire à enseigner. Mais il faut aller très loin. L'histoire enseignée peut ne pas être l'histoire, plutôt l'histoire à enseigner, peut ne pas être histoire enseignée. En d'autres termes, je donne un manuel scolaire à un prof d'histoire. Est-ce que c'est, oui, est-ce que l'enseignant de l'histoire va enseigner son contenu que je vais de lui remettre? Je ne sais pas si je suis très clair à ce niveau. L'histoire à enseigner et l'histoire enseignée. Qu'est-ce qui est demandé aux enseignants d'enseigner et qu'est-ce qu'ils enseignent? Donc, troisième point. Quatrième étape, qui me semble essentiel. Alors, qu'est-ce qui est appris par les élèves? Parce que ce n'est pas parce que j'ai appris les mathématiques que je deviens mathématicien. Ce n'est pas parce que j'ai appris le physique que je deviens physicien. Et cinquième étape, donc ça va jusqu'à cinquième étape, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris? En d'autres termes, supposons, en tout cas, les manuels scolaires tels qu'on le voit, en tout cas, ne contribue pas
à l'unité. En tout cas, il n'y a pas cette transmission de l'unité de l'état collective de la communauté des citoyens. Est-ce que, parce qu'on a utilisé ces manuels pour enseigner à ces élèves, cela veut dire que les élèves qui ont appris ce génocide, en tout cas ces manuels, ont tous contribué au génocide? En gros, est-ce que les élèves qui ont appris ce contenu de l'histoire ont tous participé au génocide? Surtout qu'on connaît que, on sait très bien que parmi ces élèves, il y a eu les victimes, c'est-à-dire les Tutsis qui ont appris l'histoire ou, dans la même classe que les Hutus. Donc la question est de savoir, en tout cas je me pose la question et je trouve, en tout cas aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris. C'est ça qui me semble très important. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris? Donc, le lien entre les manuels scolaires et l'histoire, c'est vrai, on va voir l'idéologie nationale, on va voir le contenu transmis à transmettre aux élèves. On voit que si je prends l'exemple de la France, on sait très bien que un des candidats en 2017, notamment donc du nom de François Hollande, disait, mais si je deviens président de la République, la première chose que je vais changer, c'est le contenu de manuel scolaire de l'histoire. Parce qu'on n'apprend pas nos jeunes à être fiers de notre nation. Donc, ah oui, le pouvoir est aussi qui va influencer le contenu, mais moi, je vais très loin, je dis, mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris? C'est ça qui me semble beaucoup plus essentiel. Et là, je ne suis pas capable de dire est-ce que vraiment les manuels scolaires tels que le contenu tel qu'on nous a, tel qu'il est proposé, a contribué au génocide. Peut-être pour certains, mais pas tous, pour tous. Merci pour votre réponse. Alors, j'inviterai encore une fois nos participants à poser leurs questions, donner des commentaires en utilisant le clavardage ou en levant la main. Alors, Monsieur Lefrançois, à vous la parole. Oui, Éric, dans les questions plus générales ou peut-être pour continuer euh, ta recherche, je me demande si il y a des travaux historiens ou sociologiques, démographiques qui euh, euh, nous permet de voir dans cette période-là des années 1970 jusqu'en 1994, si, en fait, qui nous permet de voir je dirais, l'écart ou l'identité entre l'histoire savante et l'histoire scolaire qu'on trouve dans les manuels. A-t-on des données, par exemple des historiens rwandais ou autres, par exemple de la diaspora, qui écrivaient? Est-ce que est-ce qu'il y avait un fossé ou plutôt une identité? Ou des nuances là, entre les, au fond, les sources de l'historiographie et les manuels scolaires. Donc, je ne sais pas s'il y a assez de... Si tu peux collecter des données ou est-ce que c'est une question qu'on peut poser. Juste ouvrir votre micro, Monsieur Mutabazi, s'il vous plaît. Merci. Merci pour cette question, David. Je dirais qu'il y a si on prend la période, et je dis la période d'écriture des ouvrages entre 1970 et 1994, si on prend cette période-là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de Rwandais qui ont écrit en tout cas sur l'histoire du Rwanda et l'identité? Il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Notamment, j'ai trouvé Alexis Kagame
qui est un philosophe rwandais et qui était en même temps prêtre. Lui, il a écrit quand même deux ouvrages sur l'histoire du Rwanda. L'ethno-histoire du Rwanda, d'ailleurs, c'est un ouvrage qui a été publié en 1972 et un autre qui a été publié en 1975. Donc, il y a ces deux ouvrages, pour moi, je dirais, c'est des ouvrages de référence. Il y a aussi notre auteur, et c'est Mourego Donan aussi, qui a publié un ouvrage, si je me rappelle bien, c'est en 1975 aussi. C'est sa thèse de doctorat qu'il a publiée. Et les autres sont des Européens, pas vraiment des Rwandais qui ont écrit sur l'histoire. Je dirais que la majorité en tout cas des publications, des ouvrages, des articles scientifiques sur cette période concernent en tout cas, arrivent après le génocide des communes contre les Tutsis, où plusieurs personnes commencent à s'intéresser à cette question en tout cas, de conflits, de l'origine et des conflits entre les groupes ethniques au Rwanda. Merci pour votre réponse, Monsieur Mutabazi. Alors, encore une fois, j'inviterai les participants à utiliser le clavardage ou à lever la main si vous avez des questions, commentaires pour notre conférencier aujourd'hui. Il y a une question plus générale dans le clavardage aussi pour Eric. J'ai communiqué avec vous, une participante souhaitait collaborer avec vous sur l'éducation et la citoyenneté. Je me suis permise de lui envoyer votre adresse courriel pour qu'elle puisse communiquer avec vous. Merci, avec plaisir. Alors, si il n'y a pas d'autres questions, euh, bien entendu, vous pouvez communiquer avec Eric, qui répond très vite, très rapidement, et on a présenté les livres, les derniers livres qu'il a publiés. Bien sûr, là, sur un autre thème, un thème plus général, notamment sur euh, le lien entre l'interculturalité et l'éducation à la citoyenneté. Donc, Eric est présentement au Québec pour un court séjour. Merci à toi pour cette présentation. Merci pour l'invitation et en tout cas, je suis ouvert pour échanger, discuter sur cette thématique, mais beaucoup plus sur la question de la citoyenneté qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui parce que, donc, en tout cas, cette étude sur le Rwanda m'a conduit à m'intéresser beaucoup plus sur la question de la citoyenneté d'une manière générale dans le monde, pas seulement au Rwanda, mais dans le monde. Est-ce que cette question des inégalités qu'on a observées tout au long de l'histoire du Rwanda, existe seulement au Rwanda ou bien existe aussi dans toutes les sociétés du monde? Et là, c'est les travaux que je suis en train de réaliser en invitant plusieurs collègues qui sont intéressés par cette thématique à participer à différentes publications. Donc, il y a aussi, en tout cas, un numéro que je vais coordonner dans l'ouvrage, en tout cas chez l'éditeur Springer, mais c'est en anglais. Ceux qui sont intéressés sur la question, en tout cas, de l'éducation à la citoyenneté, n'hésitez pas à me contacter pour que, en tout cas, je puisse, avec l'éditeur, étudier vos propositions et les publier chez cet éditeur Springer qui est, je dirais, reconnu au niveau international. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et au plaisir de vous rencontrer prochainement.